Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la journée internationale sur le cancer. Et donc, je trouve l'occasion d'aborder enfin le sujet de la prévention. Ça permet, la prévention, ça permet d'être positif dans la démarche, actif. Je regarde les choses en face et je prends les décisions qui sont justes. Bien sûr, on fait des progrès énormes en termes de traitement. Et la France est vraiment, vraiment en pointe. Quand je vois l'interview du professeur Barlési, vous voyez vraiment qu'il y a une vraie prise de conscience de l'importance d'être vraiment actif, proactif, innovant. C'est voilà, génial. Au niveau thérapeutique, la France, on n'est pas à plaindre. L'accès aux nouveaux traitements, bien sûr, tout n'est pas parfait, mais franchement, on est bien dans ce domaine. Par contre, nous sommes numéro 1 mondial des cas de cancer du sein. Nous sommes numéro 3 ou 4 pour le cancer du pancréas. Il est temps de penser à la prévention. Et j'insiste, prévention primaire dans notre jargon. Ça veut dire éviter de tomber malade. C'est mieux que le dépistage. Le dépistage, c'est bien, puisque ça veut dire traiter avec moins de risques, de conséquences, plus de chances de guérison. Bien sûr, le dépistage, c'est la prévention secondaire. Mais bon sang, quand est-ce qu'on s'occupe de la prévention primaire? Et j'en profite pour parler de la prévention tertiaire, c'est-à-dire éviter les récidives chez les patients. Ce qui va se rejoindre évidemment. Dans ce dont on va parler, je vous propose de focuser sur l'actualité. Eh bien, c'était ces révélations qui ont été faites sur le cadmium. Ça avait déjà été fait il y a plusieurs mois et c'était passé dans France Info, mais là aussi, c'était pas du tout aussi complet que ce qui a été présenté par Zone Interdite et qui a permis de mettre en évidence un problème majeur sur lequel il est une évidence qu'il faut faire quelque chose et sur lequel on peut faire vraiment à la fois quelque chose pour se prémunir, pour prévenir les cancers, malgré le fait de cette pollution, en attendant que les politiques prennent en compte enfin cette information et nous parlent de prévention. Avec, on va voir, les mesures qui sont nécessaires. Et je vous propose d'élargir le débat, parce que si on regarde que le cadmium, on va se tromper, parce que le problème il est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, et que, comme toujours, c'est jamais un coupable pour le cancer, comme il n'y a pas un traitement miraculeux pour le cancer, c'est une dynamique thérapeutique. Bien, la causalité, c'est aussi une dynamique causale, plusieurs choses qui viennent, et le cadmium compte, mais on va voir, il y a d'autres choses qui vont interférer avec, et sur lesquelles on pourra agir. Ce qui fait que c'est important, on n'est pas impuissant finalement face à ce problème. Je vous rappelle que je suis oncologue médical, ça fait 30 ans que je m'occupe, que j'accompagne les patients atteints de cancer. Je suis formé en sciences environnement santé, donc j'ai un DEA, et ça m'a vraiment permis, et je m'intéresse à cette question depuis 25 ans maintenant. Et enfin, je suis fondateur de Ressources, et que donc je connais mieux que personne en France la question de comment on accompagne les personnes touchées par le cancer pour leur donner des moyens d'agir et avoir de meilleures chances de guérison. Et ça, c'est l'expérience des centres ressources, le programme d'accompagnement thérapeutique qui, à ce jour, reste unique en France dans sa formulation et ses possibilités. Donc ça, je vous invite, je vous donnerai des pistes aussi pour aller voir, pour aller plus loin. Et donc, pour ce sujet-là, on va se prendre une petite heure, mais je pense que c'est une petite heure qui va vraiment vous apporter beaucoup et vous donner envie certainement de chercher plus loin. Je ne vais pas répondre à toutes vos questions. Les diapos, je vais aller vite. Mais vous pourrez y revenir. Et surtout, vous avez les sources. C'est ça qui est intéressant. Vous avez les sources que je vous mets. Je ne sors pas ça de mon chapeau. C'est pas mon opinion. C'est publié dans des revues scientifiques. C'est des rapports médicaux. Et ça permet à chacun d'aller se faire sa propre idée. Et c'est important que chacun puisse aller discuter et se faire sa propre idée. Alors, je commence avec ce rapport, parce que les causes du cancer, si on veut comprendre le problème du cadmium, il faut aller vers les causes du cancer. Et si on veut prendre les causes du cancer, il faut prendre les choses par comment
Il ne faut pas voir les choses. On va regarder le noir pour voir le blanc. Et je vais prendre le rapport de l'Académie de médecine du cirque qui a été fait en l'an 2000, alors pardon, en 2007. Et le titre c'était les causes du cancer en l'an 2000. Si on lit ce rapport, c'est ce qu'on entend tout le temps, les 4 grandes causes du cancer. Le tabac, l'alcool, vous êtes trop gros, vous bougez pas assez. Et ça c'est une vue qui est très simpliste. Je m'excuse, c'est la vue de la Terre est plate. On va le voir après, c'est-à-dire c'est toutes ces actions qui effectivement à elles seules, quand vous fumez, vous avez plus de risque de cancer du poumon ou de risque de cancer tout court. Si vous ne bougez pas, vous avez plus de risque de cancer. Si vous vous exposez à des agents infectieux, vous vous exposez. Mais quand on voit comme ça, on a l'impression que ça, c'est tout seul, ça peut donner le cancer. Et non, ça n'existe pas. Il faut toujours un contexte. Donc là, je résume ce rapport, c'est quand on regarde quelles sont les causes du cancer, et c'était en l'an 2000, il nous disait, vous fumez trop, vous buvez trop, vous ne bougez pas assez, vous êtes trop gros, vous n'allez pas assez au soleil, vous prenez trop d'hormones, vous vous exposez trop au niveau professionnel, donc vous êtes mal protégé par vos entreprises, et puis vous ne faites pas assez d'enfants trop tardivement, vous ne les allaitez pas. Les polluants, vous voyez dans le truc, le graphique 0,1% peanuts. La pollution, c'est ridicule. Donc ça, c'était ce qu'on nous disait. En 2015, il y a eu un rapport un peu plus poussé, quand même, un peu moins médiocre, qui est sorti en 2015, enfin publié en 2018 sur les causes du cancer en 2015. Et là, on voit toujours que le tabac, c'est la première cause de cancer. Puis l'alcool, puis l'alimentation. Là, vous voyez, l'alimentation, ça n'était pas noté en 2007 dans les causes. Là, on vous précise que si vous ne mangez pas de fruits, si vous mangez trop de viande, si vous ne mangez pas de fruits, de fibres, si c'est trop de viande rouge, si c'est des aliments transformés, si c'est pas de légumes, là, vous avez plus de risque de cancer. Ça ne va pas plus loin. Sur ce côté quantitatif, il y a peu de qualitatif dans tout ça. Entre parenthèses, donc tout ça, il n'y a jamais marqué alimentation bio, par exemple. Et on va voir pourtant que ça joue un rôle. L'obésité, on revoit, les infections, etc. Donc on voit qu'en 2015, il y a un peu plus d'éléments, mais si on va regarder tout en bas, la pollution et l'arsenic, les benzènes, voilà, c'est très peu. Le cadmium n'apparaît pas d'ailleurs. Donc on voit que c'est très insuffisant parce que c'est une vision qui est très fragmentée et qui recherche toujours ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le coupable, plutôt que de réfléchir à l'ensemble des choses qui contribuent au cancer. Quand on voit, il faut se méfier évidemment du consensus, de ce qu'on sait, quand on se rappelle des publicités, vous avez vu là, des femmes qui fument, on vante les femmes qui fument pendant qu'elles sont enceintes, on nous vante le DDT en disant c'est formidable, grâce à ça on va avoir des enfants, pour celles qui ont du mal à en avoir. On sait que ça a provoqué des cancers chez les enfants, chez les petits-enfants. L'amiante, qui était vanté comme un truc miraculeux et qui aujourd'hui, si vous avez trop d'amiante, c'est interdit d'habiter dans la maison. Et puis l'héroïne qui était proposée en libre circulation à l'époque. Donc attention aux vérités d'hier et donc aujourd'hui à ce qu'on dit être c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de preuve. Vous devez garder votre libre arbitre, discerner, voir qui parle pour dire ça. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, la pollution de l'air, l'Académie de médecine disait c'est rien. Là, un rapport, 2013, donc quelques années après, un rapport sur les particules qui provoquent des cancers du poumon. Et les rapports, ça s'en est un, je vais donner quelques exemples. Mais aujourd'hui, c'est une évidence. Et moi, d'ailleurs, en 98, quand j'ai passé mon DEA, on me parlait de la pollution, de l'importance. Pendant mon DEA, c'était pas un DEA en cancérologie, hein. C'était en sciences, santé, environnement. On a parlé quasiment que de cancer. Donc en 98, on savait déjà que c'était important, évidemment. Et là, vous avez vu, le rapport de l'Académie de médecine dit que c'est néant. Hein. Le rôle de la pollution, c'est quasi nul. Bon, 2013, une étude qui dit que... Et là aussi, je vous mets l'attention, on vous dit que les particules sont dangereuses. Les particules ne sont pas dangereuses. C'est ce qu'elles transportent. Ce sont des chevaux de Troie. Le cheval de Troie n'est pas dangereux, c'est ce qu'il a à l'intérieur.
les particules ne sont pas dangereuses. C'est la pollution qu'elles transportent qui va entrer et qui va aller le plus loin possible. Plus les particules sont petites, plus elles peuvent rentrer dans nos cellules. Et c'est bien pour ça que, tiens, lien cancer et usines d'incinération, oui, les usines d'incinération sont comme des cigarettes géantes qui ont des filtres. Et une cigarette qui a un filtre, c'est pas moins risqué qu'une cigarette avec filtre. Vous aurez moins de gros goudrons, de grosses particules qui vont vous faire tousser. Mais par contre, les petites particules les plus dangereuses, elles vont aller passer dans les incinérateurs. Les microparticules passent. Et c'est elles qui sont les plus dangereuses. Autour des incinérateurs, plus de cancer. Au moment où l'Académie de médecine a sorti en septembre 2007 son rapport, en disant la pollution ne fait rien, eh bien, on voit un rapport du plus grand journal de santé environnementale, que je vous ai mis de référence, Perspective en santé environnementale, traduit en français. Là, c'est bien sûr une étude anglaise, enfin, c'est un journal anglais. Vous voyez que si je résume, ils vous disent bien que tous les produits pharmaceutiques, pesticides, PCB, hydrocarbures polycycliques, c'est la pollution automobile, diesel et pas diesel, dioxines, polluants de l'air, les métaux lourds, les hormones, le bisphénol A, et puis tout ce qui est nutrition, tous les plastiques, etc., le mode d'alimentation, les soins pendant la grossesse, vont influencer notre génome, soit faire muter, soit faire dysfonctionner notre génome, la fabrication des protéines, etc. En résumé, et c'est tout en bas, c'est marqué, ça favorise quoi? Les cancers, les problèmes de diabète, obésité, d'infertilité, maladies respiratoires, allergies, etc. Toutes les maladies de société. Donc vous voyez qu'un rapport dit quelque chose, avec une vision, et puis un autre rapport dit exactement le contraire. C'est-à-dire que cette pollution, depuis la naissance, et même dans le ventre de notre mère, contribue petit à petit à générer un risque de cancer. Si on en vient au cadmium, eh bien, je vous ai mis ici, c'est un rapport de Santé publique France, qui date de 2021, donc déjà 4 ans. Vous voyez, il faut 4 ans pour qu'enfin il arrive à la surface et qu'on en parle. C'est un temps de latence pour que la conscience enfin puisse entendre. 2021, c'est sûr qu'en plein Covid, personne ne s'intéressait à ça. Aujourd'hui, enfin, les consciences s'ouvrent de plus en plus. La lumière est faite. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? 47% de la population, les adultes, sont intoxiqués au cadmium. Intoxiqués, ça veut dire qu'on dépasse les normes autorisées. Et les normes, attention, elles sont en France ce qu'elles sont, mais elles seront peut-être plus basses. On sera peut-être on cherchera une base plus basse dans d'autres pays. Donc la norme n'est pas non plus une garantie de santé, hein, mais c'est un minimum. Voilà. En tout cas, 47% dépassent la norme autorisée des adultes, 18% des enfants. Et quand on compare aux États-Unis, c'est 0. Donc il y a un problème. Il y a d'autres problèmes aux États-Unis, mais nous, on a un problème de cadmium. Et on sait qu'on ne respecte pas la norme européenne au niveau de nos engrais. Hein, on est hors la loi, tout simplement. Alors, le problème, quand on regarde l'étude, c'est que, effectivement, nos enfants sont intoxiqués. On se rend compte que c'est les céréales et les pommes de terre qui sont le plus impliqués, pas les fruits et légumes. Et intéressant, puisqu'on sait que c'est les coquillages qui sont les plus pollués au cadmium. Mais en fait, l'enfant qui est la plus polluée, qui avait 16 ans dans l'étude, à 16 ans, elle ne fumait pas et elle ne mangeait pas de coquillages. Donc, c'est pas que, encore une fois, un coupable, c'est un ensemble de choses qui fait que. Voilà, le problème, donc le cadmium se met au niveau, il est dans le sol, la plante va tirer ce métal et ça va monter dans la racine, et on se rend compte que c'est surtout les céréales, les pommes de terre qui sont concernées. Si on regarde dans le monde, les engrais, et la teneur en engrais dans la roche de phosphate, donc ce qui va servir, le phosphate, on va tirer ce phosphate pour faire les engrais industriels. On regarde, il y a des pays, c'est rouge. Et si vous regardez nous, c'est au Maroc, le Boukra, c'est là qu'on va prendre, et vous voyez que c'est orange, mais en réalité c'est quasiment rouge. Hein. C'est parmi les teneurs les plus élevées. Voilà, on a choisi, et c'est un choix politique, c'est un choix stratégique, un choix économique, mais c'est pas un choix de santé, ça c'est sûr. Vous voyez qu'aux États-Unis, Floride, Jordanie, Arabie Saoudite, Chine, Afrique du Sud, Finlande, là on est bien.
Donc pourquoi on ne va pas aller chercher des engrais où il n'y a pas de cadmium, hein, ou très faible. En tout cas, des teneurs qui sont tellement faibles que ça permet à l'organisme de les éliminer. Parce que quand on apporte, c'est ça l'histoire, c'est pas d'être à zéro, c'est que si on apporte peu de cadmium, le corps peut l'éliminer. Si on en apporte beaucoup, il s'accumule. Et aujourd'hui, les teneurs des engrais français en cadmium sont trop élevées pour permettre une élimination. Hein, et on n'arrive pas à faire entendre au ministère de l'Agriculture qu'il doit baisser aujourd'hui à la norme européenne, juste au moins norme européenne. Bon, on ne peut pas agir sur les politiques. Qu'est-ce que nous on peut faire? Alors pour comprendre, d'abord, qu'est-ce que ça fait ce cadmium? Si je vous ai mis ici la roue, elle n'est pas actualisée, mais il y a déjà les 12 grandes propriétés du cancer, en fait il y en a 16, avec l'actualisation des années 2020. Là vous avez les principales. Et on voit juste que le cadmium, il a un impact sur énormément de ses propriétés de la cancérogénèse. Il va surtout agir sur le stress oxydatif. Et ce stress oxydatif va générer des mutations. Les mutations, c'est la première étape. Enfin, soit le génome se modifie dans son activité, soit il mute. Mais en tout cas, l'information est modifiée, c'est la première étape. C'est ce qu'on appelle l'initiation du cancer, la création de la mauvaise graine. Cette mauvaise graine, elle doit être promue ensuite. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit nourrie. Il faut que cette graine ait un bon terreau. On va dire plutôt un mauvais terreau en l'occurrence, mais qu'est-ce qu'il lui faut? De l'inflammation. C'est exactement ce qu'on voit, le schéma d'en bas. L'inflammation, c'est une des propriétés du cancer, d'aimer l'inflammation. Eh bien, le cadmium favorise l'inflammation, c'est donc un cancérigène. 1, il est mutagène. 2, il est promoteur par l'inflammation. 3, il favorise aussi la dérégulation des mitochondries, donc la régulation du sucre, de l'énergie. Donc il est aussi favorisant par ce biais-là. Il va détourner l'énergie. Voilà. Ces deux aspects de l'inflammation, c'est aussi un élément qui va agir sur l'immunité. Donc l'immunité, si elle est déprimée, le cancer va pouvoir se développer plus facilement. Donc c'est un promoteur à plusieurs titres. Et enfin, je pourrais rajouter qu'il est promoteur parce que, vous voyez en haut la flèche, c'est la capacité à capter les facteurs de croissance pour les cellules cancéreuses. Eh bien ici, le cadmium se présente comme un promoteur, puisqu'il est un perturbateur endocrinien. Autrement dit, il va faire comme s'il était une hormone. Donc il va stimuler tous les cancers hormonodépendants, dont le cancer du sein. On a une explication, j'ai bien dit une, pas la seule, à pourquoi la France a le triste record des cas de cancer du sein. Donc c'est un cancer, ça va favoriser tout type de cancer. Mais là où il va s'accumuler le plus, tiens, dans le pancréas, c'est bien sûr là où il va avoir le plus d'effets négatifs. Pour le sein, ça paraît une évidence. Je pense qu'on verra apparaître plus tardivement les cancers de prostate encore plus. Probablement, puisque les hormones, les œstrogènes, jouent un rôle initiateur dans le cancer de prostate, et pas un rôle promoteur, mais jouent un rôle initiateur. Donc, attention, on est donc ici dans un cancérigène complet qu'est le cadmium, c'est-à-dire qu'il favorise l'initiation, la promotion. Il est capable d'initier la mauvaise graine et ensuite de la faire pousser. Sur la toxicité, évidemment, je passe vite sur ça. On sait que avant tout, il agit sur les mitochondries. C'est son effet principal. Et une mitochondrie, c'est une petite batterie qui fabrique l'énergie, qui recycle aussi le stress oxydatif. Donc, si elle dysfonctionne, on est fatigué. Et deuxièmement, on va accumuler des toxiques qui vont entraîner des mutations au niveau de nos gènes. Donc, c'est évidemment dangereux. On sait que ça va donner des toxicités rénales, d'accord. Mais nous, là, ce qui nous concerne, effectivement, ça va favoriser le cancer. Alors, comme ça va avoir tendance à se fixer sur des protéines, ce fameux cadmium, ça nous donne l'idée de se dire, ok, une des solutions, eh bien, c'est de donner des métaux qui vont faire la compétition. Donc, quand vous mangez du cadmium sans le savoir, si vous mangez des aliments riches en fer, en magnésium, en calcium, vous faites la compétition au cadmium. Donc déjà, des aliments riches, et c'est toujours des aliments plutôt évidemment bio, de saison, locaux, qui vont être riches en minéraux, comparés à des aliments lessivés par l'agriculture chimique, qui seront plus pauvres dans ces éléments-là. Voilà, donc
Les fibres aussi, ça tombe bien. On sait que les fibres, les régimes riches en fibres réduisent les risques de cancer. Eh bien oui, une des explications, au-delà du fait que ça améliore la flore intestinale, c'est aussi que ça va capter les métaux, et donc les mauvais aussi comme le cadmium. Donc vous allez pouvoir, avec une alimentation riche en fibres, améliorer ça. Les fibres, entre parenthèses, c'est pas que le pain complet, puisque là, en l'occurrence, on est d'accord, on va réduire aussi notre alimentation en céréales, hein, on va aller vers la qualité, peut-être aller plus vers des céréales que sont le sarrasin, le petit épeautre, parce qu'il n'y aura pas de gluten, il y aura pour autant des fibres. C'est des aliments qui vont être de meilleure qualité, qu'on trouvera plus facilement dans le bio d'ailleurs, par exemple. Et les fibres, on peut les trouver aussi dans l'oignon, ail, oignon, poireau, qui sont riches en inuline, qui sont des fibres, des prébiotiques, hein, qui vont nourrir en fait la flore intestinale. Hein, donc, par exemple. Le fait qu'il y ait une carence partielle, c'est-à-dire une carence en fer, vous avez compris que c'est moins bon aussi. Donc pour les femmes, effectivement, on comprend que le cadmium est un élément plus particulièrement néfaste chez la femme parce que s'il y a carence en fer, le cadmium va passer plus facilement. Et donc évidemment, avec les règles, les menstruations, la carence en fer régulière est un élément embêtant. Donc il faut veiller à corriger cette carence en fer pour le confort. 1, 2, l'immunité a besoin de fer, le cerveau en a besoin, et puis 3, ça permet de protéger par rapport au cadmium. Dans les protecteurs, il y a des plantes, et donc ça tombe bien là aussi, ce qu'on appelle les polyphénols. Et là, vous en trouvez dans beaucoup d'aliments, et c'est le bon sens. Les graines, amandes, noix de pécan, les légumes, les olives, les artichauts, les oignons, la chicorée, les épinards. Bon, en gros, on vous dit de manger bien, quoi. Vous pouvez boire, et je pense que se dire tous les jours, se boire une tasse de thé ou de rooibos, évidemment, vous amenez des antioxydants, vous allez protéger. Si vous prenez du vin, plutôt du vin rouge, et évidemment bio, hein, parce que vous savez sûrement que dans un verre de vin non bio, c'est 5800 fois le taux de résidus de pesticides au-dessus de l'eau du robinet. Vous avez des taux qui sont 5800 fois au-dessus de ce qui est autorisé dans l'eau du robinet. Donc, évidemment, un vin bio. Et puis, vous avez tout ce qui est clou de girofle, menthe poivrée, anis. En fait, vous retrouvez avec les aromates sont utiles. Les petits fruits, et notamment toutes les baies, vont être très riches en antioxydants. Tout ce qui est baies, mûres, myrtilles, cassis, etc. Voilà, vous avez une liste là, mais c'est presque l'évidence. Apportez des aliments de qualité tous les jours, une poignée de noix, noisettes, amandes, vous variez. Ça, c'est bon. Pour le cancer, quand on regarde l'étendue des dégâts, et ce qui se passe, c'est le cancer du pancréas. On regarde dans le monde, ça date de 2018, mais actualisé, je regardais tout à l'heure, 2022, actualisé, on est effectivement dans le top 5 pour le cancer du pancréas. Je crois qu'on est numéro 4, si je ne dis pas de bêtises. Il y a la Hongrie, le Japon et l'Uruguay qui sont devant nous. Voilà, on n'a pas toutes les explications de pourquoi. Enfin, pour la France, une des explications claires, ça paraît être le cadmium. Il y a sûrement d'autres explications. Donc ça, vous pouvez aller sur Internet, hein, vous regardez au site de l'OMS, incidence des cancers dans le monde, et vous déplacez votre curseur et vous voyez l'incidence, combien de personnes sont touchées pour 100 000 habitants par le cancer du pancréas. Voilà. Vous verrez que la France est malheureusement numéro 1 pour le cancer du sein, numéro 4 pour le cancer du pancréas. Quand on compare, enfin par rapport à ça, quelles sont les données qui expliquent le lien cadmium-pancréas? Les données existent, donc je mets des références, déjà qui datent de 2012, où on montrait qu'il y avait 2 fois plus, voire 3 fois plus de risque de cancer du pancréas s'il y avait une exposition des gens qui étaient plombiers, soudeurs, qui travaillent sur les tuyaux, eh bien, hop, 6 fois plus de risque. 6 fois plus de risque de cancer du pancréas. Donc, évidemment, le fait de fumer, évidemment, c'est beaucoup plus élevé. Mais vous voyez que la consommation de céréales était retrouvée à 3,3 fois plus de risque. Et quand on dit céréales, c'est consommation forte de céréales comparée à faible. Là, on compare les gens. Donc, étude qui disait, tiens, le cadmium, c'est impliqué. Une autre étude ici sur le côté perturbateur endocrinien.
je passe, hein, mais je vous montre que les études existent sur le fait de cela. Et ça date de 2023, là. Ici, une étude de 2015 sur l'augmentation des cas de cancer du rein. On a dit que le cadmium était néphrotoxique. Oui, c'est toxique pour le fonctionnement du rein. Évidemment, il y a un moment où ça peut aussi aller au-delà de ça fonctionne pas bien. Ça donne un cancer du rein. Donc là, c'est 50% de risque en plus. 1,47 fois plus. Après, sur le fait de manger bio, ça vaut le coup ou pas? Il y a des études qui disent que la fraude existe. Oui, la fraude existe partout, donc il y a bien sûr, il y a des faux bio, bien sûr. Mais quand on regarde les enquêtes de la Direction générale des fraudes en France, quand on constate des dépassements des limites autorisées, de façon générale, hein, des pesticides par exemple, je ne parle pas du cadmium, eh bien c'est 10 à 15% de dépassement dans le non bio, et c'est 1 à 2% dans le bio. Donc c'est 10 fois moins. Donc de toute manière, le bio sera toujours mieux, même s'il y aura bien sûr des cas de fraude. Et quand on regarde, on trouve de toute façon dans le bio, de façon évidente, moins de pollution, et aussi des aliments qui sont beaucoup plus riches en antioxydants, en substances qui nous protègent. Donc là, dans l'étude, c'est du cadmium, on en était entre 18 et 69% de moins, en moyenne 2 fois moins de cadmium présent dans l'alimentation bio. De toute manière, les sols, effectivement, sont contaminés sur des décennies, c'est plutôt même des demi-siècles et des siècles. Donc évidemment que le bio ne pourra pas faire parfait. Mais déjà, vous évitez d'arroser, d'en remettre. Et évidemment, il y a un mieux avec le bio. C'est dans les céréales. Là, vous avez des comparatifs sur fruits, légumes. Mais comme je l'ai dit, c'est les racines présentes. Et alors que si on est avec un arbre, eh bien, il n'y a pas la transmission, la montée du cadmium dans la sève, comme il peut y avoir dans les racines, les aliments qui sont dans le sol, comme la pomme de terre, qui va, entre guillemets, baigner avec le cadmium. Donc, c'est ces aliments qui sont surtout concernés. Hein, donc, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas partir dans une panique collective, mais être conscient du problème et se dire quelles sont les solutions. Le cadmium, la première source de pollution, ça reste le tabac. Hein. Dans le tabac, il y a 4700 substances, même plus. Il y a même des substances radioactives, du radium, thorium, plomb, polonium, radioactif. Donc c'est plein de substances. On trouve la pollution automobile des hydrocarbures polycycliques. Et le cadmium, hein, entre autres. Du nickel, du plomb, du chrome, de l'arsenic. C'est ce cocktail qui fait que c'est dangereux. Hein, c'est ensemble, il y a une synergie de puissance. Donc il faut arrêter d'isoler les choses, il faut les mettre ensemble, les considérer ensemble. Donc le cadmium est un problème, ce n'est pas le seul. Quand on aura de la pollution de l'air de façon générale, on a modélisé pour dire qu'il y a plus de 2800 substances chimiques en suspension qu'on respire et qui ont toutes un effet synergique entre elles. C'est ça qu'on compare. Et quand on compare des souris, d'ailleurs, qui ont été exposées à la pollution de l'air au bord d'une autoroute, et hop, après on va vers la campagne, on se rend compte que les mutations qui ont été acquises par l'exposition sont transmises à la descendance. Donc vous voyez, vous avez une explication, malheureusement, pourquoi les enfants naissent avec des cancers, parfois dès la naissance, parfois à 2 ans, une leucémie. Ben oui, ils ont été exposés dans le ventre de leur mère. Et vous avez cette étude de 2005, donc, qui date, hein, où on regardait dans le cordon ombilical 287 polluants retrouvés au niveau du cordon ombilical. Et on trouve ce qu'on cherche. Hein. Donc, et c'est plus encore, bien entendu. Et donc 180 substances étaient identifiées comme favorisant le cancer à l'époque. Donc on est exposé dès la naissance, même dans le ventre de notre mère. On est avec un héritage malheureusement qui est déjà altéré et qui s'accumule de génération en génération, ce qui explique bien sûr l'augmentation des cas de cancer. On est avec déjà des gènes qui ont déjà, entre guillemets, attention, une prédisposition au cancer. Voilà, une analyse en 2005, on analyse le sang et l'urine des Américains de tous âges, 148 produits toxiques retrouvés. Bio, pas bio, enfants qui vont manger à la cantine, on est à Seattle aux États-Unis, en pleine ville, ils mangent pas bio, vous voyez, hop, le taux de pesticides, il est là. Ils mangent bio, ça baisse. Ils remangent pas bio, ça remonte.
Voilà, c'est la démonstration par la pratique, plutôt que de dire oui, c'est pas sûr que le bio. On fait, ça marche. Parfait? Non. Mieux? Oui. Le progrès, c'est le mieux, c'est pas le parfait. Est-ce que les études existent sur le fait que le bio est plus riche en nutriments protecteurs? Oui, elles existent depuis très longtemps. Moi, je fais des ateliers de nutrition. J'ai fait les premiers ateliers de nutrition en France, à la Timone, en 97. Pour la première fois en cancérologie, on a fait des ateliers de nutrition. Euh, c'est une de mes rares publications, j'en ai pas fait beaucoup, qui est parue dans le bulletin du cancer en 2001. Et donc, à l'époque, je montrais une étude de 93 qui montrait déjà que dans le bio, les épinards bio, il y avait 400% de sélénium en plus, qui est un cofacteur antioxydant. Évidemment, quand un aliment est arrosé par les pesticides et autres, il est obligé d'éliminer ces pesticides, donc il consomme ces antioxydants que nous ne pourrons pas avoir du coup quand on mange l'épinard. Donc là, cette étude qui montre que la capacité antioxydante, elle est en moyenne va jusqu'à 80% de différence. Donc oui, le bio est moins contaminé. Deuxièmement, il est plus riche en aliments protecteurs. Et en pratique, ça donne quoi? Étude française 2018, une équipe de Montpellier, qui a comparé des gens qui mangeaient beaucoup bio et des gens qui mangeaient peu bio. Qu'est-ce qui se passe? On est à 25% de cancer en moins. 25%. Pour le cancer du sein, c'est 34% de risque en moins. Donc la France, si elle choisissait de manger bio, si elle interdisait l'agriculture chimique et qu'elle décidait de dire maintenant, stop, on choisit la santé, eh bien, vous avez plus de 12 000 cancers du sein par an, vous tombez 34% en moins. Vous enlevez plus de 4 000 femmes qui seraient touchées par le cancer. Rien que par cette mesure. Et pour les lymphomes, 76%, c'est d'une grande logique, puisque l'immunité, ce sont nos éboueurs, hein, c'est eux qui ramassent tout. Hein. Donc c'est eux qui se prennent en première ligne les polluants. Donc très logique hein, que ce soit les lymphomes qui sont le plus concernés par l'intérêt d'une alimentation bio. Si je prends cette information et que je la reviens à ce que je vous avais montré tout à l'heure sur les causes du cancer, je vous ai dit que c'est 25% de cancer en moins si on mange bio. En France, on est à 440 000 cancers par an. Donc c'est plus de 1300 personnes qui apprennent un cancer chaque année en France. Chaque jour, pardon. Chaque jour, en France, plus de 1300 personnes apprennent un cancer. C'est 440 000 personnes. Je prends les chiffres de l'OMS, qui sont un petit peu différents de ceux officiels qu'on trouve en France, mais l'OMS, pour la France, c'est ça. 440 000, je vous ai dit 25% de moins, faites le calcul, ça fait un quart de moins. Ça fait donc 110 000 personnes en moins. Et donc si je reviens au schéma que nous proposait le Centre international de recherche sur le cancer, eh bien ça veut dire qu'on passe de 440 000 à moins 110 000. Et si je regarde bien, ça veut dire que c'est l'alimentation non bio est responsable de 110 000 cas de cancer. Et c'est plus que le tabac. 2 fois plus presque. Voilà. Donc tout simplement, soyons pragmatiques. Simple. Et ça, vous pouvez faire ce choix maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre de décision politique. C'est vous qui pouvez prendre la décision, en sachant que quand on mange bio, évidemment, ça va nécessiter, c'est plus cher, mais vous allez manger moins. Parce que vous mangerez plus de qualité. Vous ferez plus attention. Et vous mangerez moins parce qu'on mange trop, et que c'est une des raisons effectivement aussi, au cas de cancer. Une autre étude. Ça c'est une étude publiée, 44 000 personnes qui ont été suivies, des Français, 2 ans de suivi. Si on mange 10% d'alimentation industrielle en moins, c'est 14% de cancer en moins. Alors c'est pas linéaire, hein, c'est pas 100% d'industriel en moins, mais on voit à quel point le simple fait de réduire l'alimentation industrielle a un impact très fort sur le risque de cancer. Donc vous voyez, un élément de prévention. Il y aura moins de cadmium, certainement, mais en tout cas de toute façon, il y a moins de choses non intéressantes.
par exemple, on peut expliquer par 3 éléments simples. Moins d'édulcorants. On sait qu'ils vont se transformer dans le corps en substances toxiques. Donc non aux édulcorants. Les nitrates sont pas dangereux en soi comme ça, mais ils vont se transformer en nitrites dans le corps par l'acidité et vont favoriser au niveau digestif, au niveau urinaire des cancers. Le problème du sucre, quand il y a trop de sucre, ça favorise du stress carbonyle. Le stress carbonyle, c'est comme le stress oxydatif. Pour comprendre, c'est comme du caramel qui vous colle aux dents. Ben, ça va donner des caries partout dans le corps. Ça va abîmer, oxyder partout dans le corps. Trop de sucre, c'est pas bon. On a une cuillère à café de sucre dans le sang, en fait, hein, qui circule en permanence. Une cuillère à café. Bon, on mange, ça doit rentrer dans les cellules. Et pour ça, ça dépend de notre activité physique, ça dépend de la pollution, malheureusement, qui empêche que ça fonctionne bien. Mais en tout cas, on peut quand même agir en faisant attention à prendre moins de sucre. Il faut en prendre comme faisaient nos ancêtres, c'est-à-dire de façon très, très modérée. Mais on a besoin de sucre, c'est indispensable, mais de façon modérée, on en prend trop. Et enfin, vous avez aussi des acides gras trans, c'est-à-dire des graisses industrielles. Et si on en trouve dans le sang de façon élevée, c'est 2 fois plus de risque de cancer du sein. C'est une étude française, 2008. Donc on a les éléments pour comprendre. Alors le côté alimentation industrielle, juste c'est ce tableau compliqué, mais c'est pour vous dire que c'est valable pour tout type de cancer. Hein, leucémie, cancer du cerveau, thyroïde, vessie, pancréas, etc. Bonne nouvelle donc, si on regarde les choses positivement, si vous réduisez l'alimentation industrielle, vous réduisez le risque de cancer. Et s'il vous plaît, retournez voir le film L'aile ou la cuisse pour vous rappeler à quel point on est aujourd'hui en plein dedans. Hein, on nous vend des trucs qui ressemblent à des poulets, c'est pas des poulets. On nous vend des choses qui ressemblent à des cerises, et c'est des trucs qui sont passés à la lessive, qui sont passés à la lessiveuse, à l'acide. Hein, des poulets sont décontaminés avec de l'acide, quoi. Ça suffit, on ne peut pas manger des choses comme ça. Donc, sortons de la cuisse. Revenons à la France qui sait manger, faire bien à manger. Un autre aspect qu'il ne faut jamais oublier et qui est souvent dénigré, c'est le côté stress émotionnel. Évidemment que ça joue un rôle. Après, je dis et je répète, ce n'est pas la cause. C'est un élément participant. Là, vous avez ces études très intéressantes sur les souris. Des souris mâles qui sont exposées à un stress, ça va modifier l'expression des gènes, ce qu'on appelle l'épigénétique des gènes. Et on se rend compte que cette modification est héritée et transmise à la souris enfant. Et donc, que oui, un stress peut être transmis de génération en génération. La psychogénéalogie de Anne Ancelin-Schutzenberger, c'était un professeur de psychologie à Nice qui a été la première en France à parler de ça de façon poussée. On l'avait invité au colloque 2009. Je vous renvoie, si vous voulez voir l'interview, on a ressource des vidéos de son interview. Cette grande dame le disait, et effectivement la science l'a démontré chez l'animal. Et on a une très belle étude, notamment, qui démontre que les personnes qui ont vécu les camps de concentration, eh bien, elles peuvent avoir ce fameux stress post-traumatique qui est imprimé au niveau d'ADN et qui va donc se transmettre de génération en génération. Ça ne veut pas dire que c'est inéluctable, ça veut dire que vous aurez peut-être à dépasser quelque chose que vos ancêtres n'ont pas réussi à dépasser. Mais qu'il faudra vous en occuper, parce que c'est quelque chose qui agit à votre insu. Je montre ce résumé, ce diagramme, parce qu'il permet de comprendre la complexité des choses et surtout de se dire, ok, il y a des éléments participants à la cancérogénèse. Et la bonne nouvelle, il y en a tellement que je ne peux pas tous les maîtriser, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a sur lesquels je peux agir. Et si je ne suis pas bon sur un domaine, c'est pas dramatique. Je vais pouvoir peut-être agir mieux sur d'autres. Donc, si on regarde, on prend l'exemple du cancer du sein, qui est un élément typique, et bien si on réfléchit à la cancérogénèse, à la causalité du cancer, vous voyez tout ce qui est marqué. On est obligé un peu de réfléchir et de compartimentaliser. Tiens, il y a l'exposition aux hormones. Donc vous entendrez, les hormones favorisent le cancer du sein.
enfin donnent le cancer du sein. Non. Les hormones participent à la cancérogénèse. Et en réalité, il faudrait quand même aller plus loin dans la précision, les hormones oxydées, c'est-à-dire les hormones qui ont été dénaturées, les œstrogènes pour être plus précis, les hormones féminines, dénaturées, vont favoriser le cancer. Les hormones non dénaturées vont nourrir, ce qui va pareil, le cancer existant. Et c'est les hormones dénaturées qui vont créer des mutations, créer l'initiation, créer la mauvaise graine. Et ces hormones dénaturées, évidemment, que plus vous avez d'hormones, plus vous êtes imprégné par les hormones, plus vous risquez d'en fabriquer. Donc ça explique que dans ce tableau, vous voyez qu'il y a plein, le tableau des hormones. Plus vous avez été exposé, vous avez une ménopause précoce, une ménopause tardive, pardon, une puberté précoce, une ménopause tardive. Plus vous avez eu des hormones, peut-être des tentatives de fécondation, etc. Donc vous avez reçu des hormones. Plus vous avez reçu des hormones synthétiques, qui sont moins bien éliminées par l'organisme. Plus vous avez pris de contraception. Alors plus ou moins de contraception à dose, la dose compte. Est-ce que c'est des hormones synthétiques ou pas? Tout ça va contribuer à générer des hormones dénaturées. Dénaturées parce que notre foie les élimine bien ou pas bien. Il peut les éliminer mal parce que malheureusement, c'est en bas en jaune, le corps est agressé par plein de pollutions. Le cadmium par exemple. Qu'on retrouve en haut en grisé les métaux. Il est marqué metals. Metals, le cadmium en fait partie. C'est un perturbateur endocrinien. Et c'est à la fois un métal, perturbateur endocrinien, qui va jouer un rôle de pseudo-hormone, qui va aussi saturer, qui va bouffer nos défenses antioxydantes, et faire que le foie ne peut plus éliminer comme il faut des hormones, les transforme en substances toxiques. Ça, je m'excuse, mais je vous renvoie vers mon livre, Oncologie intégrative, si vous voulez vraiment comprendre l'histoire de comment les hormones peuvent devenir, malheureusement, les premiers polluants qui soient dans notre corps, parce qu'en fait, ils sont dénaturés par le foie. Mais ils sont dénaturés par le foie, parce que le foie fonctionne mal, parce qu'il est malheureusement saturé de pollution. Donc là, vous voyez que c'est l'exposition aux perturbateurs endocriniens, l'augmentation des hormones qui vont être dénaturées par une voie ou par une autre. Tout ce qui va nous saboter nos défenses antioxydantes notamment, ou nos défenses de détoxication au niveau du foie, en jaune. Et puis les radiations, qui elles aussi vont créer parfois des mutations. On a l'exemple malheureusement des maladies de Hodgkin où il y a 20 ans, 25 ans, on faisait des champs d'irradiation et le grand, ça a augmenté les risques de cancer du sein plus tard. Bon, ça ne veut pas dire que toute radiothérapie fait ça, hein, mais dans certains cas, certains volumes de radiothérapie qu'on faisait auparavant peuvent augmenter ce risque. L'exposition aux radiations ionisantes, aux ondes électromagnétiques, ça peut contribuer à modifier les capacités de défense, d'adaptation de l'organisme. Après, il y a le fait de alcool, pas alcool, bien sûr. Ce que je mange, la migration. Hein, les Japonaises n'avaient pas de cancer du sein, elles vont aux États-Unis, elles en ont comme les Américaines. Et ça, on sait que c'est le soja qui est protecteur et qu'elles n'ont plus, elles mangent plus de soja comme elles mangeaient au Japon. Hop, elles en ont comme les Américaines. Les Chinoises n'avaient pas de cancer du sein, elles vont à Taïwan, elles mangent comme les Occidentaux et hop, elles basculent vers risque de cancer du sein comme les occidentales. Donc les migrations jouent un rôle. Voilà. Le manque d'exercice. Donc vous voyez, il y a tout marqué. Il y a des choses qui manquent, même des facteurs de prédisposition héréditaire qui font que tout ça imbriqué, il n'y a pas une chose qui provoque le cancer du sein, mais plein d'éléments. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des éléments sur lesquels vous pouvez agir. Et ça, c'est ce que on enseigne à Ressources. On a accompagné des patientes atteintes de cancer du sein notamment, mais cancer, tout cancer, pour leur apprendre des clés de comment on peut se construire une santé et du coup être plus fort face au cancer. Les études nous démontrent qu'on peut réduire ces risques. Alors je vous expose ça justement, les solutions. Si je reprends le cadmium, on a dit, j'ai entouré ce sur quoi il agit. Il entraîne de l'inflammation, il déprime l'immunité, il favorise l'angiogénèse, il dérégule nos gènes, il favorise l'échappement à l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée de la cellule quand elle est trop abîmée. Et c'est un perturbateur endocrinien, autrement dit un promoteur nourricier pour les cancers hormonodépendants. Vous avez compris que toutes les autres propriétés concernent des cancers non hormonodépendants. Encore plus des cancers hormonodépendants.
Le stress oxydatif favorisé par le cadmium, c'est ce que vous voyez là, de toute manière fera du mal, des dégâts sur le plan de la santé. D'où les problèmes au niveau du rein, puisque c'est éliminé volontiers par les urines. Et vous le voyez, ça vient attaquer tout. Les membranes, les protéines, et éventuellement l'ADN, c'est là que ça peut provoquer des mutations et donc des cancers. Les moyens de se défendre, vous les voyez déjà apparaître. En bas, regardez, il y a marqué vitamine A, C, E, NAC, N-acétylcystéine, qui régénère le glutathion. Le glutathion qui est à gauche, justement, ou nos systèmes naturels de défense antioxydante, la superoxydisputase, la catalase. Ça, on peut les activer. Vous pouvez les aider. Et vous pouvez aider parce que si vous avez regardé bien, il y a marqué mitochondrie. Si vous aidez vos mitochondries parce que vous faites d'activité physique, elles seront plus fortes pour éliminer ces fameux radicaux libres. Là, vous avez l'effet du stress oxydatif et vous avez les solutions. Première étape, stress oxydatif, pour que vous compreniez mieux, c'est l'oxydation, c'est comme la rouille que vous voyez sur le portail en fer. L'oxygène nous permet de respirer, nous permet de vivre. Si vous ne respirez pas, vous êtes mort en 1 minute 30, 2 minutes. Mais cet oxygène va entraîner de l'oxydation. Donc, on va donc agir là-dessus avec des antioxydants. Si vous laissez cette oxydation grandir, ça entraîne de l'inflammation. Et si vous laissez cette inflammation grandir encore, c'est carrément ça brûle. C'est le coup de soleil. C'est exactement le coup de soleil, trop de soleil. Vous avez un coup de soleil et ça tout brûle et ça nécrose tout. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Donc les mitochondries, ces fameuses petites batteries qu'on a ce sont en fait des bactéries qui nous ont colonisés, elles nous permettent de respirer. Plus vous faites d'activité physique, plus vous en fabriquez. Elles se multiplient, c'est vivant. Elles se multiplient au fur et à mesure que vous faites de l'activité physique. Plus vous en avez, mieux c'est. Elles fabriquent de l'ATP. L'ATP, on en fabrique autant que notre poids corporel. Donc tous les jours, on fabrique à peu près 50 kg d'ATP, qui est notre énergie qu'on consomme. Et pour ça, pour ces mitochondries, il y a besoin de tout ce qui est marqué là. Donc vous comprenez l'intérêt d'une multivitamine prise régulièrement, qui va permettre d'éviter qu'on manque de quelque chose. Sachant que nos aliments aujourd'hui, naturellement, ils sont jusqu'à 20 fois moins riches en nutriments que les aliments de juste l'après-guerre. Donc on se rend compte à quel point nos aliments sont dénaturés et qu'on a besoin de compléments régulièrement. Et encore une fois, la médecine elle a tendance à dire oui, le Q10 ça sert à rien. Mais moi je vous dis bien, pas le Q10, je vous dis le Q10 et tout le reste. C'est tout ça qu'il faut prendre en même temps pour avoir un effet. L'intérêt des antioxydants, c'est que surtout si on prend les antioxydants naturels qu'on trouve, comme j'ai dit, dans la myrtille, les petites baies, le thé vert, le curcuma, etc., c'est que ce ne sont pas que des antioxydants. Si vous regardez ici sur cette image, et encore une fois, je mets des sources scientifiques, vous voyez que c'est un modulateur de l'activité des oestrogènes, j'ai bien dit modulateur, pas perturbateur endocrinien. Donc ça veut dire qu'ils améliorent l'utilisation des hormones, ils régulent l'action des hormones. C'est différenciant, le cancer c'est justement oublier qui on est, la cellule oublie qui elle est, alors que là c'est des substances qui vont aider la cellule à se rappeler qui elle est. Régulateur de la croissance, régulateur de l'apoptose, régulateur de phénomènes métastatiques. Donc il n'y a même pas tout, mais là vous voyez le fait que ces substances sont multifonctionnelles. Elles n'ont pas qu'un rôle. Et donc si vous les réduisez au terme d'antioxydants, c'est faux. C'est antioxydant, mais aussi avec bien d'autres propriétés. Et ça, c'est très important, parce que par rapport à un médicament qui a son intérêt dans certaines situations qu'on a identifiées, eh bien, ils sont multifonctionnels, contrairement à des médicaments qui sont spécialisés dans une voie. Et si vous avez identifié qu'il y a un problème qui est déficient, le médicament va être génial pour ça. Le problème, c'est que par contre, il ne sera pas efficace sur d'autres aspects, et que comme il est spécialisé dans une fonction, c'est là qu'il risque de donner des effets secondaires si vous le donnez trop longtemps ou à trop forte dose. Exemple de l'acide lipoïque. L'alimentation, malheureusement, vous pourrez essayer, mais il y en a dans les épinards notamment, il y en a partout, à petite quantité. Mais si vous en avez besoin de beaucoup pour éliminer, vous êtes obligé de prendre des compléments. Donc ça, il faudra aller vers un laboratoire de micronutrition de qualité, et donc il faut faire confiance aux bouche à oreille.
vous faire recommander et pas bien sûr prendre un truc au hasard sur Internet. On regarde l'acide lipoïque, qu'est-ce que c'est? C'est un antioxydant universel. Il recycle la vitamine C, le glutathion. Tous les antioxydants sont recyclés par lui. Il réduit l'inflammation. Il favorise l'activité des mitochondries. Et regardez ce qui a marqué, chélate les métaux lourds. Autrement dit, il prend les métaux lourds et les amène dehors. C'est ce qui nous intéresse pour le cadmium, mais aussi pour le nickel, pour le plomb, etc. Et d'ailleurs, c'est prouvé qu'il réduit les neuropathies chimio-induites, c'est-à-dire des chimios qui provoquent les neuropathies, et en général c'est avec le cisplatine, les sels de platine qui sont des métaux lourds, eh bien, quand on le prend, on va réduire ce risque-là. Pourquoi? Parce que vous favorisez, 1, l'élimination, 2, le fonctionnement des mitochondries. Et je répète, les mitochondries sont nos batteries. Et les batteries, on en a besoin où? Dans les muscles, dans les neurones, là où il y a besoin d'électricité et d'énergie. Donc, c'est d'une grande logique tout ça. L'acide lipoïque est intéressant pour aider la récupération avec des chimiothérapies. Alors, l'inflammation, pourquoi c'est important? On ne nous apprend pas ça, je sais, je l'ai appris bien après mes études de médecine. On l'apprend dans ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle, nutritionnelle et fonctionnelle. C'est que le foie, s'il est enflammé, il ne fonctionne pas. Et alors là, vous avez la démonstration sur ce que je vous montre là. C'est-à-dire que le système de détoxication, ce qu'on appelle phase 1, phase 2 de la détoxication, ne fonctionne pas s'il y a de l'inflammation. Tout est bloqué. Alors, tout est bloqué, évidemment, pardon, je caricature. C'est ralenti, c'est réduit, ça fonctionne moins bien. C'est le cas de la cirrhose. C'est le cas de la stéatose non alcoolique. Hein, c'est ce qui se passe, de plus en plus, nous avons des foies pollués. Et donc, on va aider, il faut aider. Et c'est pour ça que les anti-inflammatoires naturels vont être intéressants, parce qu'ils vont aider le foie à fonctionner de nouveau. L'activité physique, ça tombe bien, ça réduit l'inflammation aussi de façon globale. Je vous ai résumé là, c'est ce qui est dans mon livre. Avec une correction, j'ai mis en bas à gauche, là vous avez marqué diminution, c'est une erreur qui est dans mon livre, là. Il y a une erreur, il est marqué augmentation alors que c'est le contraire. L'activité physique, c'est anticancéreux au moins sur 5 grands axes. Ça régule le niveau hormonal, ça réduit l'inflammation, ça améliore l'action de l'immunité, ça sécrète une substance anticancéreuse, qui est l'adiponectine, et ça réduit la production d'une substance pro-cancer qui est promotrice, qui est la leptine, qu'on trouve dans les graisses. Donc vous avez au moins 5 grandes actions, avec la régulation du sucre aussi. Donc c'est un vrai médicament, l'activité physique. Le jeûne intermittent, là je vous ai cité quelques éléments de prévention, et je vais vous résumer ça tout de suite après. Le jeûne intermittent, je cite là, je mets la diapo, je mets la référence. C'est issu du journal du National Cancer Institute américain. Je sais qu'en France, on n'arrête pas de dire « Ah, le jeûne, c'est pas vrai ». Ben, écoutez-moi, cette étude, c'est 2023. Regardez tout ce qui est noté, résumé dans une publication dans le National l'Institut du cancer américain. Vous avez ici, tout est listé sur le fait que ça réduit la toxicité de la chimiothérapie, réduit la sécrétion d'hormones de croissance, dont l'insuline et les GF1. Ça réduit la résistance à l'insuline, augmentation des corps cétoniques, dont la cétogénèse. Ça améliore la transcription d'épigénétique, la réponse au stress biologique, réduction des corps gras, amélioration de la glycorégulation et de la leptine dont j'ai parlé tout à l'heure, amélioration de la réparation de l'ADN. Et j'ai rajouté sur la droite quelque chose qui n'est pas noté dans l'article et pourtant ça fait partie des éléments intéressants. Ça régule aussi l'inflammation intestinale, le microbiote, la perméabilité intestinale, et ça régule au niveau hormonal. Donc là, vous avez une preuve évidente, et on sait que c'est 36% de récidive en moins après un cancer du sein, le jeûne intermittent. Et chez les hommes qui sont à risque de cancer de prostate, le jeûne intermittent, dans une étude espagnole, 800 personnes suivies, eh bien c'est 46% de cancer de prostate en moins. Donc, voilà des éléments de prévention. Je n'ai pas dit que c'était la solution, mais des solutions possibles. Je vais terminer sur une dernière phase pour montrer que vraiment tout ça n'est pas que médicamenteux, c'est l'implication. Je cite les travaux de Barbara Andersen, qui en fait vous a mis l'exemple d'une publication parmi plein d'autres dans le domaine qu'on appelle la psycho-neuro-endocrino-immunologie. Eh bien, le fait de s'impliquer, j'ai bien dit de s'impliquer,
dans un travail, et son travail c'était sur 1 an, en groupe, des femmes se retrouvent, vont cheminer ensemble, devenir sœurs de sang, sœurs de guerre, mais une guerre pour devenir des guerrières pacifiques, qui vont gravir l'Everest de la santé. Ces femmes-là, elles avaient eu un cancer du sein. Au lieu d'être simplement surveillées, elles vont faire une démarche de prévention, apprendre la gestion du stress, l'alimentation, l'activité physique, mieux manger, mettre en application ce que je vous ai montré, manger bio, prendre de la vitamine D, multivitamines. Et en faisant ça, on regarde 10 ans après ce qui se passe, on a 2 fois moins de récidives. On passe de 80% de taux de guérison, enfin 75% de taux de guérison, avec 10 ans de recul, à 87% de taux de guérison. On est à 50% de récidive en moins. En termes de mortalité, c'est même 2 tiers de décès en moins. Si ceci était appliqué, vous auriez 2 fois moins de cancer du sein. Et vous pouvez donc vous dire que là, c'est une clé de prévention pour tous les cancers du sein. Si on s'impliquait dans la vie de tous les jours, tous, dans ce type de démarche, les taux de cancer en France passeraient de plus de 50 000 à 25 000, tout simplement. Chez les hommes, même type de démarche, ça a été fait à Berkeley par Dean Ornish et son équipe. Des hommes qui sont surveillés activement, soi-disant. Je dis soi-disant parce que ce n'est pas une surveillance active de la part du patient. Ils sont suivis, touchés rectal, prise de sang, tous les 6 mois, mais on ne leur demande rien de faire. Dean Ornish, il leur dit, allez-y, imaginez des hommes qui se retrouvent et qui discutent, échangent, parlent de leurs émotions. C'est la folie, ça, hein. Des hommes qui parlent de leurs émotions, qui se retrouvent, qui vont échanger pour faire l'activité physique, gestion du stress, alimentation, mieux manger, mieux bouger, mieux comprendre. Eh bien, 5 ans après, on regarde, ils sont moins malades, moins de cancer, et on regarde les chromosomes de leur système immunitaire anticancéreux, ça c'est l'étude que je vous présente, et les télomères, c'est-à-dire l'extrémité des chromosomes, ne s'est pas raccourci, c'est allongé. Ils ont donc rajeuni l'immunité anticancéreuse de ces patients parce qu'ils ont transformé leur vie, la qualité de leur vie, sur le plan émotionnel, physique, mental, eh bien, ils vont mieux sur le plan immunitaire. Et donc ma conclusion, c'est celle-là. L'histoire du cadmium doit vous éveiller, pas vous effrayer. Il est temps de reprendre votre souveraineté pour votre santé. Ne pas manger n'importe quoi, effectivement. Être attentif, mais pas dans la peur. Soyez des lions, soyez des lionnes, et décidez ce qui est bon pour vous. Impliquez-vous. Le cancer n'est vraiment pas une fatalité. Évidemment, on ne peut pas tout maîtriser, mais on peut faire quelque chose. Donc des clés, je vous les ai marquées, sur lesquelles on est sûr de ne pas faire de bêtises. Une activité physique, j'ai mis 15 minutes par jour, ça ne veut rien dire. C'est faites l'activité physique qui vous correspond, mais allez-y, vous allez voir. Une fois qu'on a fait, on ne peut pas s'arrêter. Ça fait du bien. La gestion du stress, trouvez aussi votre technique. Que ce soit la cohérence cardiaque, que ce soit la pleine conscience. Trouvez ce qui vous permet d'entrer en vous-même, de vous mettre, de vous aligner, et d'être clair, de trouver une clarté mentale pour prendre des bonnes décisions et pas être dans le stress. Des compléments peuvent vous aider, des plantes adaptogènes, la rhodiole, l'ashwagandha, etc. Alimentation, bien manger, mieux manger. C'est pas obligé de manger 3 fois par jour. Le jeûne intermittent, c'est une possibilité. Manger bio, fait maison bien sûr, local. Manger moins. On mange trop. La vitamine D, c'est pour les adultes 4000 unités au moins. La dose toxique, vous allez sur Wikipédia, allez regarder. C'est 40 000 unités par jour. Donc vous avez largement de quoi faire pour ne pas tomber dans la toxicité. Chez les enfants, bien sûr, ce sera un peu moins, il faut adapter. Demandez à votre médecin qui vous donne les bonnes doses, mais prenez des doses importantes. Des multivitamines, en évitant des multivitamines, il y aurait le cuivre. Il faut qu'il y ait du zinc. Et il faut éviter qu'il y ait de cuivre, sauf si vous faites un dosage qui est remboursé, cuivre-zinc, pour voir où vous en êtes. S'il y a une carence, vous pouvez en prendre. Antioxydants, évidemment, à voir selon le terrain. De toute manière, au minimum, à travers votre alimentation, pensez donc aux petites baies, au thé vert, une bonne tasse de thé vert tous les jours, ou de rooibos. Voilà, c'est le thé vert sud-africain qui n'a pas de théine. Les probiotiques, ça aussi, ça permet d'améliorer notre flore intestinale.
Je vous ai marqué les massages, bien sûr, qu'on peut se faire entre soi. Bien dormir, un bon sommeil, c'est 40 à 50% de risque de cancer en moins. 40 à 50%. Je vous invite à voir nos vidéos sur ressources-channel.fr. Vous avez des vidéos sur le sommeil. On vous montre à quel point le sommeil est important. Prendre son train, c'est important. Le fait de ne pas être seul. Plus on est ensemble, moins on a de risque de tomber malade. Et pour le cancer, c'est vrai. Meilleur pronostic pour les gens qui sont bien entourés. Nourrir l'essentiel, c'est une évidence. Pourquoi vous êtes là? N'oubliez pas, le cancer se nourrit de l'énergie en trop. Si vous avez un talent, il ne doit pas rester endormi. Si vous voulez aller plus loin sur la compréhension, le site de l'ASEF, et je remercie Pierre Souvé pour son reportage, l'ASEF pour leur travail, vous savez que j'en fais partie aussi de l'ASEF, et merci à Pierre, merci pour ce travail sur le cadmium aussi de recherche. J'ai utilisé ces diapositives. Merci Pierre, c'est un travail remarquable. Il a la Légion d'honneur qui leur enjoint. C'est mérité. C'est vraiment un vrai méritant pour cette distinction. Pour la France, il a fait un travail colossal. Voilà, vous avez plein d'explications sur les polluants de l'air, de l'intérieur, comment on fait pour bien aérer sa maison, bien sûr, etc. Vous avez des replays sur le site de Ressources Channel. Je vous ai mis des conférences 2023, 2024. Allez-y. Voilà. Et puis, soutenez-nous, Ressources, parce que nous sommes des acteurs. Et le projet du centre que nous créons, de santé intégrative, va révolutionner cette approche de la prévention. Donc, on peut tous y arriver ensemble. Merci de votre soutien. Prenez soin de vous. Et à bientôt.